bonjour, bonsoir. Le 11 septembre 2001, le World Trade Center, cette formidable déflagration qui va toucher le monde entier et qui est en fait, évidemment, la mort de 3000 personnes, une atteinte au monde libre, mais aussi la déflagration de deux mythes, le mythe d'Icare et le mythe de Babel. Cet événement important m'a inspiré à l'époque un certain nombre de réflexions et je me suis inspiré de deux auteurs que je vais vous citer. Stockhausen, qui était un chef d'orchestre allemand et qui avait dit ceci: le 11 septembre, c'est la plus grande œuvre d'art qu'on ait jamais produit au monde. Bon, bien entendu, c'était assez offusquant par rapport aux 3000 personnes qui étaient mortes, mais ce que j'ai retenu et ce que je veux passer comme message, c'est de dire que là, il y avait encore des mots. Il y avait encore des mots pour expliquer l'impensable et que peut-être un jour, on n'aura plus les mots pour expliquer ce qui peut arriver. Et puis vous avez Jean Baudrillard qui avait dit ceci: cet événement est la mère de tous les événements, ceux à partir desquels on commence à repenser. Donc là aussi, c'était extrêmement important. Ça veut dire que ce n'est pas la fin, il faut réfléchir. Et je me suis mis, moi, personnellement aussi, à réfléchir à ce sujet. Et je vous propose deux façons de l'aborder. La première, je l'ai fait avec deux penseurs. Le premier, c'est Karl von Clausewitz, qui est un penseur militaire, qui est l'auteur de La guerre et le prolongement de la politique par d'autres moyens. Et puis, René Girard, qui est un anthropologue et philosophe français et qui a défini le concept du mimétisme de la violence. Le mimétisme de la violence, c'est, pour faire court, c'est le fait que la violence dans l'humanité se reproduit et génère toujours une violence. Et pour l'instant, on n'a pas arrêté ce type de violence. Voilà. Et je vais essayer, à travers ce que j'ai vécu, essayer de vous démontrer ce mimétisme de la violence. Alors, le deuxième élément donc, de cette démonstration, c'est un peu ma carrière, en fait, que je vais vous séquencer en 4 temps, et qui répond beaucoup plus à des périodes finalement historiques, plus qu'à des périodes personnelles ou familiales. C'est peut-être le lot des militaires, justement, peut-être aussi de certains fonctionnaires, de s'accrocher plutôt à des périodes politiques plutôt qu'à des périodes familiales. Alors, la première période est une période, disons, classique. C'est la période où, personnellement, j'ai voulu être officier. J'ai voulu être officier parce que, je dis classique parce que j'ai été très influencé à l'époque par la lecture de Lyautey. Le maréchal Lyautey, et c'est pour ça que j'ai appelé ce slide Lyautey, maréchal Lyautey. Lyautey pouvait nous enseigner ceci, à savoir que, d'abord, il avait fait le rôle social de l'officier, donc l'officier qui avait un rôle dans la société. J'avais été extrêmement impressionné par le fait que lorsqu'il était à Madagascar et qu'il avait vaincu un chef rebelle, il avait invité ce chef rebelle à sa table le soir, donc il avait cassé un peu la violence, et il avait rétabli le chef dans toute son aura, et il avait pu faire beaucoup de travail à Madagascar. Moi, je trouvais ça tout à fait étonnant. Et puis, quelque chose aussi qui m'avait impressionné, que je vous livre et dont on ne se souvient pas, mais lorsqu'il avait appris la guerre, le déclenchement de la guerre de 14, il avait dit « c'est une guerre civile ». Voilà, des choses qui m'avaient impressionné, qui ont fait que j'ai voulu, moi, être aussi officier. Donc, je suis rentré à Saint-Cyr, cette école qui est connue, et à une époque que je dis classique, d'une violence classique. Parce que c'est vrai qu'après, et je veux vous en parler, j'ai connu une violence extrême. J'ai côtoyé une violence extrême. Là, c'est une violence classique, c'est celle qui a été motivée pour moi par le maréchal Lyautey, c'est celle de la conscription, le temps du service militaire, c'est le temps des gros bataillons, c'est le temps des occupations, la fin de l'ère coloniale. Mais cette période est terminée et on passe dans une autre période qui est la période dite nucléaire de la guerre froide. En sortant de Saint-Cyr, 1966, j'ai le choix
ou bien justement de ce que je vous dis, la conscription, les gros bataillons, ou bien le- le- la guerre froide, le nucléaire. Et je choisis, pour être au front de quelque part, je choisis donc de servir une arme nucléaire. Voilà la première violence dont je voulais vous parler. Et je sers cette arme qui est derrière moi, et qui est une arme américaine, dite Honnête John. Il faut savoir qu'elle tirait à 40 km. Je pouvais avoir une bombe de 40 kilotonnes, 2 fois Hiroshima. Et il y avait globalement en Allemagne, j'étais à Villingen, pas très loin d'ici, il y avait globalement 300 rampes comme celle-ci. Alors ce qui est intéressant et ce qui est important pour moi, c'est que ce qui est important aujourd'hui, la réflexion qui est importante, c'est de savoir que lorsque un tir était décidé en manœuvre, nous avions une séquence de 7 heures, et personnellement, moi, j'avais 1 heure, la dernière heure du tir, je n'avais plus qu'1 heure avant le tir lui-même. C'est-à-dire que je chargeais la roquette, je mettais la bombe à l'intérieur de la roquette, voilà, j'avais toute ce qui me durait 1 heure. Et j'avais posé la question à l'époque de savoir, et je n'étais pas le seul à poser, si je perds le contact avec mon chef 1 heure avant le tir, que fais-je? Eh bien la réponse est assez au-delà du possible, c'était vous tirez quand même. Donc, je répète, 1 heure avant le tir, dans les années 70, nous devions tirer, même si nous n'avions plus la liaison avec le chef. Ce qui veut dire que si un jour j'avais été chargé dans une crise et que j'avais eu cet ordre de tir, je ne dis pas que je l'aurais fait, je ne sais pas. Mais peut-être que d'autres l'auraient fait et auraient dû enclencher un tir un tir qui aurait évidemment déclenché des tirs de représailles, puisque de l'autre côté, il y avait probablement au minimum le même nombre de rampes et peut-être le double. Imaginez-vous donc la région. Deuxième élément, alors cette violence nucléaire m'a fait réfléchir, et je vous cite quelqu'un que j'ai lu et qui est très intéressant, qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui est un polytechnicien qui enseigne à Stanford, et qui a étudié le nucléaire, et qui a étudié la guerre froide. Et dans la guerre froide, il a relevé, pendant toute l'histoire de la guerre froide, il a relevé 17 alertes nucléaires. Et il a été interrogé les généraux qui avaient été les responsables à ce moment-là. Et il leur a posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas eu. Et la réponse, je vous la livre, est terrifiante, c'est coup de bol. Et enfin, je vais vous parler de Petrov, parce que le titre de ce slide, c'est Stanislas Petrov, et ça, c'est très important. Le 24 septembre 1983, le lieutenant-colonel Stanislas Petrov est dans le bunker soviétique, et sur les écrans apparaissent une alerte de fusée américaine qui arrive, une deuxième alerte, une troisième, une quatrième, une cinquième. Il a 5 minutes entre le moment où il voit les alertes américaines et l'arrivée sur le territoire soviétique, il a 5 minutes. En 5 minutes, l'URSS peut être atteinte. Et là, ça a été le moment le plus important de sa vie, et il prend la décision de ne pas alerter son commandement. Il n'y croit pas. Et je pense que ce colonel a sauvé la planète. Parce qu'il faut imaginer 5 fusées arrivant sur l'URSS, l'URSS en envoie autant de l'autre côté, et lui-même dit, interrogé après, il dit probablement il y aurait eu un échange de centaines de fusées nucléaires. C'est l'homme du XXe siècle, Stanislas Petrov. Les soviétiques ont mis beaucoup de temps à délivrer son nom. Je passe à la période terroriste, puisque justement j'ai connu 2 violences, c'est ça ce qui est tout à fait extraordinaire. La violence nucléaire et la violence du terrorisme, puisque je fais partie de cette cellule antiterroriste. Et j'ai eu je me suis beaucoup occupé du Liban à l'époque, et à travers les otages qui avaient été pris à l'époque, et j'ai eu quelques informations assez intéressantes à vous communiquer, et des choses, si vous voulez, qui font qu'on retrouve ces éléments aujourd'hui.
à savoir par exemple, j'ai rencontré le chef des Pasdaran à l'époque, qui était un homme terrible et qui terrifiait les Syriens. Et quand je l'ai rencontré, Rafik Doust, les Syriens avaient enlevé toute image de la pièce où je les ai rencontrés et ils étaient terrifiés. Donc c'était le lien avec l'Iran. J'ai fait un voyage de Damas à Beyrouth avec un preneur d'otages, et c'est les Syriens qui me l'avaient donné, qui ne rêvait que d'une chose, arriver à Beyrouth et pouvoir tuer. Donc voilà l'image de ce terroriste qui ne rêve que d'une chose, c'est de tuer. J'ai entendu des chants à l'intérieur dans une salle où j'étais reçu par le ministre de la Défense syrien, et j'entendais des chants qui m'étaient traduits par un poète syrien. Ces chants disaient « L'Espagne, fiancée de l'islam ». Donc tous les ingrédients que j'ai connus dans les années 80-90, on les retrouve aujourd'hui. Donc je l'ai appelé le mimétisme de la violence parce que tout est fait pour, quelque part, nous rendre cette violence dont ils nous accusent de leur avoir jeté. Alors ça, je passe tout de suite, je passe sur Kouachi, puisque c'est le dernier élément terroriste extrêmement important. C'est un dessin qui a été fait par mon fils pour vous dire que on est, dans la famille même, nous sommes très très impliqués, et il avait donné ce dessin à l'Huffington Post et il a été sélectionné parmi les 40 meilleurs dessins au monde sur Charlie. Alors Charlie est intéressant parce que d'abord c'est aussi une vengeance par rapport à Mahomet, par rapport au prophète. C'est aussi un élément important. Il faut absolument oublier l'histoire du loup solitaire, et il faut se dire qu'on est dans le système de l'ennemi proche. L'ennemi proche, il est fait pour stigmatiser toute une population en France, notamment l'islam, et l'ennemi proche, il est aussi fait du côté de Al-Qaïda ou de Daesh pour éliminer tous les musulmans et d'autres religions, de façon à pouvoir, à un moment donné, opposer et jeter l'un contre l'autre des populations. Et c'est le phénomène, évidemment, de Daesh aujourd'hui, qui a pris un territoire et qui veut s'opposer à l'Occident globalement. Alors je dirais qu'on est dans un phénomène d'opposition de masse, plutôt qu'une guerre de civilisation un peu comme à la Huntington, masse des frustrés et contre la masse des possédants. Et justement, dans le cadre du mimétisme de la violence, je dirais que le terrorisme globalement est en fait la revanche de la violence nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est inéluctable? Non, ce n'est pas inéluctable, puisque je vous ai parlé de Petrov. Petrov, à un moment donné, il a réussi à arrêter ce qui devait être peut-être la fin du monde, ou un cataclysme. Donc, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et deuxièmement, René Girard aussi. René Girard nous apprend qu'il y a peut-être des solutions. Et il en parle. Et il en parle à travers Salomon, quand il dit, dans ses ouvrages, il parle de Salomon, et il dit, Salomon, lorsqu'il propose aux deux femmes de couper l'enfant en deux, c'est la femme, la maman, qui propose de donner son enfant à la prostituée. Et il dit, c'est elle qui brise la violence. Et même il dit, c'est elle qui représente Dieu. Et autre élément, De Clercq et Mandela, qui aussi, à un moment donné, ont brisé la violence. Et j'ai une troisième, alors qui serait plutôt une quatrième phase. Je connais
j'ai fréquenté beaucoup d'Africains. Je suis passé d'un réseau plutôt moyen-oriental à un réseau africain, et j'ai trouvé qu'il y avait une ressource du côté de l'Afrique, une ressource importante, et que peut-être ils étaient, eux, en mesure de régler des problèmes que nous, occidentaux, n'avons pas pu régler, notamment par rapport à l'islam. Et je crois que, d'abord, je crois que l'avenir de l'Europe est en Afrique, même par rapport à ces problèmes de fondamentalisme. Et une des preuves, c'est le prix Nobel qui a été accordé à la Tunisie, et qui nous apporte quelque chose. Et c'est aussi cette phrase de Léopold Senghor, qui était le président du Sénégal pendant 20 ans, alors qu'il était catholique, sur 95% de musulmans, et qui a dit ceci: l'Europe, c'est la raison hellène, et l'Afrique, c'est l'émotion. C'est pour ça que je dis, l'avenir de l'Europe, par rapport à tous nos problèmes, est peut-être en Afrique. Merci.